Bonjour et bienvenue sur RCF dans la matinale. Ce vendredi 6 décembre, il est 8h10. Cela fait maintenant 5 jours que les représentants des États sont réunis à Madrid pour la 25e conférence climatique de l'ONU. Une réunion qui interroge la capacité des politiques et des gouvernements à mettre en œuvre des mesures capables de freiner le réchauffement climatique. Une réunion alors que les conclusions des scientifiques sont chaque jour plus accablantes sur les conséquences de ce réchauffement. À cette occasion, notre grande invitée est ce matin une femme politique, une militante écologiste. Lucille Schmitt, bonjour. Bonjour. Vous êtes fonctionnaire au ministère de l'économie, cofondatrice et présidente de la Fabrique écologique, qui est un think tank. Vous avez été candidate aux élections européennes sur la liste Urgence Écologie conduite par Dominique Bourg. Et puis vous êtes une ancienne élue locale et régionale d'Île-de-France. Nous sommes donc à mi-parcours de cette COP25 qui se terminera dans une semaine. Ces conférences, elles servent-elles encore à quelque chose ? Écoutez, la question est tout à fait légitime. Je pense que si cette COP ne sert à rien, elles ne serviront plus à rien. C'est-à-dire que c'est la COP de la dernière chance. C'est toujours on dit pas ça à chaque fois. On dit ça à chaque fois, évidemment. Mais là, la différence, je pense, c'est qu'il y a une réalité du changement climatique, du dérèglement climatique, qui est devenue visible pour l'ensemble des opinions publiques, pour l'ensemble des sociétés. Il y a des morts, il y a une nature qui souffre. Et du coup, la question, c'est pas comme dans les grandes conférences internationales, j'allais dire sur n'importe quel sujet. Ce qui se passe, c'est qu'on a une société qui demande qu'une réunion internationale serve à quelque chose. Regardez ces manifestations des jeunes depuis maintenant plus d'un an. Il n'y a pas seulement le phénomène Greta Thunberg, il y a aussi ce qui se passe en Australie, en Suède, en Inde. Donc c'est des millions de jeunes qui se mobilisent. C'est des appels maintenant de parents qui disent essayons de prendre en considération notre responsabilité à l'égard de ceux qui viendront après nous. Donc il y a une sorte de pression qu'on ne voit, je trouve, jamais sur des conférences internationales qui vient de l'extérieur. Quand on avait des pressions sur l'Organisation mondiale du commerce pour changer en termes d'altermondialisme, il y avait aussi quelque chose d'assez puissant, mais ça n'avait pas cette dimension planétaire. Ça concernait que les militants, là, oui. ça dégage. Là, il y a une dimension planétaire et en fait, nous avons à la fois des images, des discours, toute une culture en fait du changement climatique qui est en train d'apparaître, qui en fait est puissante et c'est ça l'idée, c'est comment est-ce qu'on organise l'interaction, l'interpénétration, si je puis dire, entre ces COP et ce qui se passe à l'extérieur. Alors, la société civile demande des comptes, interpelle. De l'autre côté, on a les hommes politiques. Alors, on a entendu les propos alarmants d'Antonio Guterres à l'ouverture, invitant à ne pas trahir la famille humaine dans son ensemble et toutes les générations à venir. Est-ce que la prise de conscience du côté des politiques est enfin là ? Elle est là du côté de certains politiques, elle est au contraire, le déni. En fait, c'est un champ de bataille, si vous voulez, l'écologie, ça n'a rien, c'est pas du politiquement correct. Et ce qui est très intéressant, c'est que le fait que ce soit un champ de bataille, comme le montre l'attitude de Donald Trump, ou l'attitude de Jair Bolsonaro, ou l'attitude, quelque part, de décalage de la Russie, tout ça doit inciter ceux qui en sont conscients à prendre leurs responsabilités. On cherche un leadership climatique. Moi, c'est ça qui me semble essentiel. Il faut se rappeler qu'en 97, à Kyoto, par exemple, c'est l'Union européenne qui avait assumé ce leadership. Mais à l'époque, on était sur des configurations où les pays en développement, les pays du Sud, comme on disait à l'époque, ne prenaient pas d'engagement. En fait, ça portait uniquement, c'était une sorte de club des pays développés qui prenaient des engagements sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Là, on est sur deux choses. À la fois cette réduction et puis la question de l'adaptation qui, évidemment, du côté des pays en développement, des pays les plus pauvres, les plus enclavés et ceux qui ont le plus de victimes aussi, ce qu'on appelle les pertes et dommages, loss and damages, excusez-moi, c'est le terme anglais qui me vient à l'esprit, ils sont là. Donc c'est à la fois universel et, comme on le dit, une responsabilité différenciée qu'il faut mettre en œuvre et l'Union européenne doit reprendre son leadership. Alors justement, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a de son côté annoncé qu'elle va proposer dès le mois prochain la première loi européenne de transition vers la neutralité climatique afin de rendre le processus irréversible. Vous y croyez ? On est sur la bonne voie ? Moi, j'ai envie de croire Ursula von der Leyen parce que je pense qu'elle arrive, donc c'est le moment ou jamais de poser un acte fort, d'autant plus que comme elle a été élue difficilement, elle a besoin de se... Quand on est élu difficilement, on peut peut-être porter davantage de contenu, en tout cas mettre l'accent sur quelque chose de révolutionnaire. Pourquoi ? Donc, parce que... il faut qu'elle marque l'histoire. Elle est à un moment où, au fond, l'Union européenne a devant elle une sorte de boulevard, si elle veut devenir le leader climatique. Et lorsqu'elle a fait son audition devant le Parlement européen, elle a mis l'accent sur ce qu'elle appelle le Green New Deal, qui est un truc qui a été porté par les écologistes de longue date. Mais ce qui est bien, c'est que quelqu'un le reprenne alors qu'il vient du démocrate, c'est une démocrate chrétienne. Et ce qu'elle dit, c'est qu'aujourd'hui, l'investissement de l'Union européenne sur les questions écologiques, le Green New Deal, permettra d'articuler la question sociale, la question verte et la question économique. Donc ça, c'est un programme interne.
interne. Et comment est-ce qu'elle fait le lien entre le programme interne et l'engagement externe de l'Union européenne? Il y a plusieurs choses qui sont sur la table. Par exemple, que la Banque européenne d'investissement cesse de financer les énergies fossiles. Par exemple, la fermeture des centrales à charbon dans l'Union européenne. Mais là encore, il y a un champ de bataille interne, puisqu'on a ces pays de l'Est de l'Europe, la République tchèque, évidemment l'Allemagne, surtout la Pologne, mais aussi la Grèce, ayons ça en tête, qui doivent changer de modèle énergétique. Cette articulation entre l'écologique, le social, l'économique, c'est la seule condition possible pour le changement ? Bien sûr, et la difficulté pour l'Union européenne, c'est qu'elle a peu de compétences sociales. Donc au fond, les États membres, et c'est une des difficultés aussi pour la COP25, comment est-ce qu'on fait le lien entre ces engagements un peu théoriques, très diplomatiques en tout cas, et puis la réalité des opinions publiques. Vous savez, Ami Dahan et Stéphane Écoute avaient fait au moment de la COP21 en 2015 un remarquable ouvrage, Gouverner le climat, qui disait qu'il y avait un schisme de réalité entre ce qu'on promet au sein des COP dans une sorte de bulle, et puis la réalité de ce qu'on retrouve quand on rentre à la maison. C'est un peu ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. C'est un peu ce qui s'est passé au sens où là, on a fait une écologie, avec la taxe carbone, on a fait quelque chose venu du haut, top-down. Et non, je ne sais pas si c'est d'ailleurs l'histoire de top-down, c'est plutôt qu'on a réfléchi en segmentant l'écologie par rapport à l'ensemble des politiques que l'on mène et sans tenir compte de l'état des inégalités dans la société. C'est quoi la méthode alors ? La méthode, c'est certainement de mieux articuler démocratie et écologie, de ne pas penser que l'écologie est un sujet trop complexe pour les personnes, pour les citoyens. C'est aussi de travailler en faisant interagir ces questions d'inégalité et ces questions de modification des politiques publiques. Par exemple, lorsqu'on modifie la fiscalité, vous savez, la France est à la traîne sur la fiscalité verte, on ne peut pas aujourd'hui augmenter la fiscalité verte sans penser à des méthodes de compensation de façon à ne pas recréer d'inégalités fiscales qui, en fait... Ce qui n'avait pas été fait pour la taxe carbone. Ce qui n'avait pas été fait pour... en ce qui concernait l'augmentation des taxes sur le gazoil. Donc ça, c'est quelque chose d'essentiel. Arrêter de réfléchir à l'écologie de manière segmentée, veiller à la compensation et à la justice fiscale. Essayer de faire le lien entre ce qu'on appelle l'écologie des personnes, l'écologie au quotidien et une écologie plus technocratique. Je pense que l'une des difficultés aujourd'hui pour mettre en œuvre les engagements sur la transition climatique et écologique, c'est que très souvent, on a des agendas segmentés entre les entreprises, les politiques publiques, ce que font les citoyens. Et puis les élections. Les élections, et tout cela ne fait pas un projet de société. Donc il nous reste le catastrophisme, il nous reste l'angoisse de ce qui va nous tomber dessus demain. Il faut s'en méfier ? Tous ces gens qui nous promettent la fin du monde pour demain, qui commencent à faire des réserves. Écoutez, le sentiment apocalyptique a toujours été là. Moi, je m'en méfie. C'est pas seulement une question de caractère. C'est parce que je pense que la meilleure manière de mobiliser les forces n'est pas forcément d'imaginer qu'on a une épée de Damoclès au-dessus de la tête. Après, évidemment, il faut tenir compte des alertes scientifiques, et plus que des alertes, d'ailleurs, ce que nous voyons tous les jours. La France est un des pays européens qui est le plus impacté, par exemple, par sa géographie, son érosion côtière, la fonte des glaciers, la multiplication des sécheresses et des pluies. La France est, avec les Pays-Bas, le pays de l'Union européenne qui en souffre le plus. Donc si le catastrophisme ne mobilise pas, qu'est-ce qui peut mobiliser ? Ce qui peut mobiliser, c'est d'abord la justice. C'est-à-dire associer la transition écologique à la justice sociale et à ce qu'on appelle la justice climatique, et donc faire en sorte de faire ce lien entre le social et l'écologique, et articuler à ça une vraie politique d'investissement, c'est-à-dire ne pas considérer qu'on fait de l'écologie sans investissement assez massif. Vous savez, moi j'ai appris que quand on fait des réformes profondes, il faut au départ investir pour en recueillir les fruits. Je pense que la transition écologique n'échappe pas à ça. Je pense qu'on ne fera pas ça en économisant chaque euro et en disant ça coûte cher. Je pense il qu'au faut contraire, mettre de l'argent. Il faut mettre de l'argent. Et alors c'est quoi le modèle économique s'il faut mettre de l'argent ? C'est un modèle qui associe profondément évidemment les États, les acteurs publics et privés, ça c'est un premier point, et sur lequel il faut insister parce que les entreprises jusqu'à présent, du côté des écologistes politiques, c'était un petit peu l'adversaire, l'ennemi. Oui, on se méfiait beaucoup. Et on s'en méfie beaucoup, on craint le greenwashing, et à raison parfois, mais on ne fera pas la transformation écologique sans associer les acteurs économiques privés. Il faut évidemment que l'État choisisse son camp. C'est ce que j'aime à dire maintenant. Et je pense que le succès de la pétition L'affaire du siècle l'année dernière, où il y a eu plus de 2 millions de signataires, était directement dû à l'idée qu'aujourd'hui, on attend de l'État en France, et donc du gouvernement, qu'il montre le cap sur la question de l'écologie en termes de régulation, en termes d'investissement, en termes d'effet de levier par rapport à ce que préconisent les acteurs privés, en termes aussi de capacité à faire que certains territoires, parce qu'ils sont
moins favorisés, comme la Seine-Saint-Denis, comme des territoires ruraux enclavés, n'échappent pas à cette question de transformation du modèle. Lucille Schmitt, on sait avec Nicolas Hulot que la politique des petits pas, ça ne marche pas forcément. Est-ce que la solution, c'est qu'il faut changer complètement le système? C'est forcément radical de passer, d'engager la transition écologique? C'est radical, mais c'est pas seulement de l'activisme. En fait, c'est ça la difficulté. C'est-à-dire qu'il est nécessaire qu'il y ait extinction-rébellion. S'il n'y a pas de violence, si le principe de non-violence, ce qui n'était pas forcément le cas. Bon, oui, voilà, mais le principe de non-violence est affiché par Extinction-Rébellion. À eux maintenant de mettre leurs actes en accord avec ce qu'ils affichent. Mais il est nécessaire également d'agir dans l'ensemble de ce qu'est notre société. Et c'est ça. Mais quand vous dites qu'il est nécessaire d'avoir Extinction-Rébellion, c'est-à-dire qu'il faut assumer qu'on doit changer le système? Oui. Il faut l'assumer, mais je ne pense pas que ce soit seulement en disant qu'on est anticapitalisme qu'on change le système. Et donc je crois que cette question devant nous de l'allocation des ressources est essentielle. Donc il faut refaire de l'économie et mieux articuler l'économie et l'écologie, faire en sorte qu'on échappe à une certaine d'ailleurs conception économique autour du court-termisme, autour d'une finance qui n'est pas durable, et transformer profondément à la fois les services et le modèle industriel. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue beaucoup autour de la technologie, sur cette question de la transformation écologique. Et vous savez, il y a les tenants du tout technologique qui disent, au fond, la technologie nous sauvera du réchauffement climatique. Et puis, de l'autre côté, il y a ceux qui disent, mais non, évidemment, c'est la technologie qui nous a perdus. Il y a un juste milieu ? Je ne sais pas si c'est un juste milieu, mais il y a certainement une invention à faire sur ce modèle de société, où on ne soit pas seulement donc, dans la géo-ingénierie, comme on dit, où on va se mettre à capter l'ensemble du carbone et tout ira bien, donc en négligeant la nature, en ne pensant pas la nature, et de l'autre côté, l'idée que la nature va nous tomber sur la tête. Donc on a besoin de la technologie, on a besoin des entreprises, on a besoin bien sûr du politique, des citoyens, tout le monde doit se mettre en mouvement. On a besoin aussi de générosité et d'éthique. Je pense que c'est ça qui est essentiel. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est si régulièrement déçus par nos dirigeants politiques ou ceux qui ont du pouvoir de manière générale ? Parce qu'on ressent une forme d'égocentrisme. Alors évidemment, il faut avoir la foi en soi chevillée au corps pour exercer le pouvoir. Mais l'écologie nous oblige aussi à une forme d'abandon de nous-mêmes et à l'idée de voir plus loin. C'est ça, au fond, qui est exprimé par l'idée des générations futures. C'est l'idée de se détacher un petit peu de son petit parcours de vie pour élargir les choses à l'ensemble du vivant. Et en ce sens, l'appel des parents, par exemple, lancé à la COP 25 en disant « pensons plus loin, pensons à nos enfants », je crois qu'il faudrait encore l'élargir en disant « pensons à la nature ». Moi, je ne pense pas seulement à mes enfants quand je m'engage sur l'écologie, je pense plus généralement à ce monde dans lequel nous vivons qui est si beau, que je veux garder, et je veux surtout que chacun, quelle que soit sa condition humaine aujourd'hui, puisse en bénéficier. Je crois qu'il y a quelque chose sur lequel il faut élargir l'horizon, quel que soit le rôle et la place qu'on a dans la société. Merci Lucille Schmitt d'avoir été notre grand invité ce matin. Je voulais vous poser des questions sur les municipales et même sur l'Algérie. Et ça sera pour une prochaine fois. Merci beaucoup.